Après la mort de mon pépé milliardaire qui m'a légué toute sa fortune sur la Côte d'Azur, mes parents, qui m'avaient abandonné enfant, m'ont attaqué en justice. En entrant au tribunal, ils ricanaient. Mais le juge s'est levé étage a dit, « Attendez. Vous êtes ?» Il n'aurait jamais dû m'être sous-estimé. Quand je suis entré dans la salle d'audience numéro 4 du palais de justice de Nice, une odeur de bois ciré, de papier ancien et de tension non dite m'a saisi à la gorge. La lumière d'octobre, blafarde, filtrait à travers les hautes fenêtres, jetant de longues ombres sur les bancs de bois sombres. Mes parents, Béatrice et Didier, étaient déjà installés à la table des plaignants. Ils m'ont vu. Un sourire s'est dessiné sur les lèvres de ma mère, un sourire fin, froid, un chef-d'œuvre de mépris poli qu'elle réservait à ceux qu'elle considérait comme inférieurs. Le même sourire qui, dans mon enfance, précédait toujours une punition ou une parole blessante. Ils étaient convaincus de leur victoire. Après tout, qui oserait contredire leur version des faits? Moi, la fille qu'ils avaient effacée de leur vie 22 ans plus tôt, j'étais seule face à eux, le couple influent et respecté, les philanthropes de façade que la presse locale adorait. Mais aujourd'hui, le jeu avait changé. Mon grand-père, mon pépé Célestin Vasseur, le seul roc de mon existence, n'était plus. Il m'avait laissé seul, mais il m'avait aussi laissé son héritage, l'intégralité d'une fortune bâtie sur une vie de travail et d'intégrité. Et voilà que les deux personnes qui m'avaient abandonné comme un colis encombrant sur le seuil de sa porte, venaient aujourd'hui réclamer ce qu'ils avaient dédaigné, son argent, et par la même occasion, la destruction de ma réputation. Je me suis assise, le dos droit, sentant le tissu de mon tailleur, une armure choisie avec soin, peser sur mes épaules. Mon cœur battait un rythme si violent que j'avais peur que tout le monde l'entende. Des murmures fusaient de la galerie. Des visages curieux, avides de drame. Je pouvais presque entendre leurs pensées, c'est elle, la petite fille qui a volé 1 milliard d'euros. Je fermai les yeux un instant, et la voix de Pépé résonna dans ma mémoire, aussi claire que le son d'une cloche. Quand la meute hurle, Alix, reste immobile. Regarde-les dans les yeux. La vérité n'a pas besoin de crier. Le juge Rocher fit son entrée, précédé par le « Levez-vous » solennel du greffier. C'était un homme dont le visage semblait taillé dans le granit, imposant, impassible. Il s'assit lourdement, ajusta ses lunettes cerclées d'or et parcourut la salle d'un regard qui semblait peser chaque âme. Quand l'affaire fut appelée et que mon nom, Alix Vasseur, fut prononcé, je vis son regard s'arrêter sur moi. Une fraction de seconde. Ce n'était pas de la familiarité. C'était autre chose, une sorte de curiosité aiguisée, comme un historien qui reconnaît un nom dans un vieux manuscrit. Il savait qui était Célestin Vasseur, l'ancien juge légendaire. Et cette simple reconnaissance, ce simple poids de l'histoire, fit vaciller le sourire de ma mère. Mon avocat, le vieux et sage maître Bernard, se pencha. Le nom de votre grand-père est une forteresse, Alix. Aujourd'hui, nous allons nous battre depuis ces remparts. J'ai inspiré profondément. La bataille commençait. Avant que je vous emmène avec moi dans les méandres de ce procès, au cœur de cette trahison qui dépasse l'entendement, j'ai une petite question pour vous qui m'écoutez. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous êtes. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre ville, votre pays, et l'heure qu'il est chez vous au moment où vous regardez cette vidéo. C'est une façon pour moi de me sentir un peu moins seule en partageant cette histoire. Maintenant, retournons dans cette salle d'audience. Ils pensaient que tout se jouerait ici. Ils ignoraient que les fondations de cette histoire avaient été posées bien des années auparavant, sous le soleil implacable de la Côte d'Azur, dans un jardin où l'odeur des fleurs se mêlait déjà à celle du mensonge. Mon esprit, pour échapper à la froideur du tribunal, a glissé en arrière, vers la chaleur étouffante d'un jour de juillet, il y a 22 ans. J'avais 5 ans et le monde était un kaléidoscope de sensations vives. L'herbe sèche qui piquait mes mollets, le bourdonnement incessant des abeilles dans les massifs de lavande, le goût sucré d'une pêche que Madame Geneviève, la gouvernante, venait de me donner. J'étais dans le jardin de la Villa d'Aise, un paradis suspendu entre le bleu du ciel et le bleu de la mer. Ma mère, Béatrice, est sortie sur la terrasse. Elle était magnifique, comme toujours, dans une robe d'été blanche qui flottait autour d'elle. Elle s'est approchée, et une vague de son parfum capiteux m'a submergée. Un mélange de jasmin, de tubéreuse et d'une note que je n'ai identifiée que bien plus tard, l'insincérité.
Elle s'est accroupie, me prenant les mains. Ses doigts étaient froids malgré la chaleur. Mon trésor, sa voix était une caresse étudiée. Papa et moi devons faire un petit voyage. Juste quelques jours. Tu vas être une grande fille et rester sagement avec Pépé, d'accord? J'ai senti une petite pointe de peur. Un voyage? Sans moi? J'ai agrippé sa main. Pourquoi je peux pas venir? J'ai été sage. Un spasme a parcouru son visage, si rapide que j'ai cru l'avoir imaginé. Oh, mais ce n'est pas pour les enfants, ma puce. C'est un voyage très ennuyeux. Derrière elle, mon père, Didier, est sorti de la maison. Il portait un polo impeccable et des lunettes de soleil qui cachaient son regard. Il n'a pas regardé dans ma direction. Il a simplement dit, d'un ton impatient, « Béatrice, on va être en retard. L'avion n'attendra pas. » L'avion. Ce mot a sonné comme une alarme dans ma tête d'enfant. C'était sérieux. Ma mère s'est relevée. « Sois sage, Alix. » Elle s'est penchée, mais ses lèvres n'ont jamais touché ma joue. C'était un baiser fantôme, un souffle d'air parfumé. Puis elle a tourné les talons, ses sandales à talons claquant sur les dalles de pierre. Un bruit sec, final. Je les ai regardés monter dans la décapotable argentée. Le moteur a rugi, faisant sursauter les oiseaux dans les pins parasols. J'ai vu le visage de mon père dans le rétroviseur. Il regardait droit devant lui. La voiture a descendu l'allée de gravier, et c'est là que j'ai compris. Il ne revenait pas. Pas dans quelques jours. Peut-être jamais. Une force primitive a explosé en moi. J'ai couru. J'ai couru comme je n'avais jamais couru, mes petites sandales martelant le sol, mes poumons en feu. Maman. Papa. Je criais si fort que ma gorge me brûlait. La voiture a atteint le grand portail en fer forgé, qui a commencé à se refermer lentement, comme la mâchoire d'un monstre. J'ai continué à courir, trébuchant, me relevant, jusqu'à m'effondrer à quelques mètres du portail, maintenant fermé. Je suis resté là, à genoux, suffoquant dans la poussière soulevée par les pneus, regardant la route vide. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'étais dans un état de choc, un silence intérieur total. C'est Pépé Célestin qui m'a trouvé. Je ne l'avais pas entendu arriver. Il s'est agenouillé à côté de moi. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas dit « ça va aller ». Il a juste enlevé sa veste et l'a posée sur mes épaules. Puis il m'a prise dans ses bras, m'a soulevée comme si je ne pesais rien, et m'a ramenée vers la grande maison silencieuse. Cette nuit-là, blottie dans un lit trop grand pour moi, j'ai finalement pleuré. Des larmes silencieuses qui ont duré des heures. J'avais compris que mon enfance venait de se briser sur ce portail en fer forgé. Pépé Célestin ne m'a pas seulement consolée. Il m'a reconstruite. Cet homme, que le monde de la justice vénérait comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération, est devenu mon univers. La Villa d'Aise, qui aurait pu être une prison dorée de solitude, est devenue ma forteresse et ma salle de classe. Il avait une routine immuable. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble sur la terrasse face à la mer. Il lisait Le Monde, et moi, je devais lui résumer les grands titres et lui dire ce que j'en pensais. Au début, je balbutiais des réponses d'enfant. Mais petit à petit, il m'a appris à lire entre les lignes, à questionner, à former ma propre opinion. Ne crois jamais la première version d'une histoire, Alix, disait-il. La vérité est une chose timide, elle se cache souvent derrière l'évidence. Il ne m'a jamais caché la vérité sur mes parents. Un soir, alors que j'avais peut-être 8 ans, je lui ai demandé de but en blanc, pourquoi il ne m'aimait pas. Il a posé son livre, a retiré ses lunettes et m'a regardé longuement. Ce n'est pas qu'il ne t'aimait pas, Alix. C'est qu'il ne savait pas comment aimer autre chose qu'eux-mêmes. C'est une maladie de l'âme, et malheureusement, il n'existe pas de remède. Cette explication, si adulte et si honnête, m'a apaisé bien plus que n'importe quel mensonge réconfortant. La bibliothèque est devenue mon royaume. Des milliers de livres, du sol au plafond. Pépé ne m'a pas seulement appris le droit. Il m'a fait découvrir la philosophie, l'histoire, la poésie. Il m'a appris que pour comprendre la loi, il fallait d'abord comprendre l'humain. Je me souviens d'une leçon en particulier. J'avais 12 ans et j'étais revenue de l'école furieuse.
Un camarade de classe m'avait traité de « paria » parce que je n'avais pas de parents normaux. Ma première réaction a été de vouloir me venger. Pépé m'a écouté sans m'interrompre. Puis, il m'a emmené devant un immense échiquier en marbre qui trônait dans le salon. « Regarde ces pièces, Alix. Chaque pièce a ses propres règles, ses propres forces, ses propres faiblesses. » Il a avancé un pion. Tes camarades, tes parents, ils jouent leur partie avec leurs propres règles, souvent basées sur l'ignorance et la peur. Ils jouent aux dames. C'est simple, direct. Puis, il a déplacé une reine en diagonale à travers tout l'échiquier. Toi, je t'apprends à jouer aux échecs. À penser plusieurs coups à l'avance. À comprendre que la meilleure réponse à une attaque n'est pas toujours une contre-attaque directe. Parfois, la meilleure réponse est de construire une position si forte que l'attaque de l'adversaire devient insignifiante. Cette conversation a tout changé. J'ai cessé de voir leurs actions comme des attaques personnelles et j'ai commencé à les voir comme des mouvements sur un échiquier. Des mouvements prévisibles, désespérés. Pépé ne me donnait pas des armes pour me battre, il me donnait une stratégie pour m'élever au-dessus de la bataille. Pour mes 16 ans, il m'a offert ce journal en cuir. Le monde tentera de te dire qui tu es, Alix, a-t-il gravé dans ma mémoire ce jour-là. Tes parents, les journaux, les gens qui ne te connaissent pas. Ils essaieront tous d'écrire ton histoire. Ce journal, c'est pour que tu écrives la tienne. Ta version. Ta vérité. Ne laisse jamais personne d'autre tenir la plume. Je ne pouvais pas savoir que cette plume, ces mots que j'allais y coucher, deviendraient un jour ma plus grande défense dans une guerre que je n'avais jamais imaginée. Le jour de la lecture du testament, l'air dans le grand salon de la villa était électrique. Mes parents, Béatrice et Didier, étaient assis au premier rang, affichant une mine de circonstance qui sonnait terriblement faux. Ma mère tamponnait ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir en soie, tandis que mon père consultait discrètement sa montre de luxe. Ils étaient là, non pas pour honorer un mort, mais pour réclamer un dû qu'ils estimaient leur revenir de droit. Maître Bernard, le notaire, un homme dont le visage était une carte de la sagesse et de la discrétion, a commencé la lecture d'une voix neutre. Le testament était à l'image de Pépé, concis, précis, sans une once de sentimentalité superflue. Après quelques legs mineurs au personnel et à des œuvres de charité, le notaire est arrivé au cœur du document. En ce qui concerne l'ensemble de mes actifs, incluant la Villa d'Èze, mes portefeuilles d'actions, mes sociétés et mes liquidités, je sous-signais, Célestin Vasseur, en pleine possession de mes moyens intellectuels, lègue l'intégralité de mes biens à ma seule et unique héritière, ma petite-fille, Alix Vasseur. Un silence assourdissant a suivi, si total que je pouvais entendre le tic-tac de la vieille horloge comtoise. Puis, ce fut comme si une bombe avait explosé au ralenti. Ma mère a laissé échapper un cri étranglé, un son hideux de stupéfaction et de rage. « C'est impossible » a-t-elle articulé, les lèvres tremblantes. Mon père a bondi de sa chaise, le visage congestionné. « C'est un scandale. » Mon père n'était plus lui-même. Elle l'a ensorcelé. Maître Bernard est resté impassible. Il a levé une main pour calmer le tumulte. Le testament est accompagné d'une lettre, rédigée par Monsieur Vasseur, à l'attention de son fils et de sa belle-fille. Il a chaussé ses lunettes. Je cite, Didier, Béatrice. L'héritage d'un homme n'est pas ce qu'il laisse à ses enfants, mais ce qu'il laisse en eux. En vous, je crains de n'avoir laissé qu'un vide. Ce vide, l'argent ne pourra jamais le combler. J'ai donc décidé de confier mon patrimoine matériel à celle à qui j'ai pu transmettre mon patrimoine moral. Le coup a été dévastateur. Ils ont été publiquement désavoués, non pas par la loi, mais par les mots de l'homme même qu'ils pleuraient hypocritement. Ils sont partis sans un mot, ma mère me jetant un regard si chargé de haine qu'il aurait pu fendre la pierre. La véritable attaque est arrivée 2 semaines plus tard. C'était une matinée ensoleillée. J'étais dans la roseraie, taillant les fleurs fanées, quand Madame Geneviève m'a apporté le courrier. Au milieu des factures, il y avait cette enveloppe épaisse, à l'entête d'un grand cabinet d'avocats parisiens. Je l'ai ouverte, mes doigts sentant soudain le froid du papier. Assignation en justice, demande en nullité de testament pour abus de faiblesse, suggestion de mise sous tutelle post-mortem. Les termes juridiques étaient un jargon glacial, mais le message était d'une clarté brutale.
Il ne se contentait pas de réclamer l'argent, une fortune estimée à près d'1 milliard d'euros. Il m'accusait d'être une criminelle. Il voulait faire déclarer Pépé mentalement inapte, salir sa mémoire, effacer ses dernières volontés et me dépeindre comme une sorte de monstre cupide. C'était une déclaration de guerre totale. J'ai appelé Maître Bernard, la voix secouée par les tremblements. Ils ne reculeront devant rien, ai-je dit. Sa réponse fut calme, presque sereine. Je sais, Alix. Votre grand-père le savait aussi. Il m'a dit un jour, quand on se bat contre des gens qui n'ont pas d'honneur, il faut avoir une stratégie impeccable. Et croyez-moi, sa stratégie était impeccable. Que voulait-il dire? Quel plan Pépé avait-il pu mettre en place depuis l'au-delà pour me protéger de cette attaque imminente? Le procès juridique n'était que la partie émergée de l'iceberg. Mes parents, et surtout ma mère, ont rapidement compris que la véritable bataille se gagnerait dans l'arène de l'opinion publique. Béatrice, avec son charme de serpent et son passé d'animatrice télé, a orchestré une campagne de diffamation d'une efficacité redoutable. Tout a commencé par une interview accordée à un magazine People très populaire. La couverture me montrait en photo, un cliché volé où j'avais l'air sévère, à côté d'une photo de ma mère, le visage baigné de larmes. Le titre était d'une violence inouïe, déposséder PAR et ma fille, le calvaire d'une mère. À l'intérieur, sur papier glacé, ma mère livrait une performance déchirante. Elle y décrivait un Célestin affaibli, confus, et une Alix possessive, isolant son grand-père de l'amour de ses proches. Elle a même inventé des scènes poignantes où elle aurait attendu des heures devant le portail, en larmes, pendant que je lui refusais l'accès. C'était un tissu de mensonges, mais raconté avec un tel talent que c'en était presque crédible. L'effet a été cataclysmique. Du jour au lendemain, je suis devenue une paria. Les habitants d'Aise, qui m'avaient toujours salué avec un sourire, baissaient désormais les yeux. Au marché, j'entendais les chuchotements derrière moi. Des amis de longue date ont commencé à filtrer mes appels. Je recevais des lettres anonymes, pleines d'insultes. La villa, ma forteresse, est devenue une prison dorée assiégée par les paparazzis. Le pire a été de me voir à travers leurs yeux. J'ai commencé à douter de moi-même. Une nuit, incapable de dormir, j'ai fait la terrible erreur de taper mon nom sur Internet. J'ai lu des forums, des sections de commentaires. Quelle profiteuse, elle n'a aucune honte, j'espère que ses parents vont gagner, elle a le regard d'une personne froide et calculatrice. Des centaines de messages, de parfaits inconnus qui me jugeaient, me condamnaient sans rien savoir de mon histoire. J'ai senti une vague de nausées monter en moi. Ils étaient en train de réussir. Ils n'attaquaient pas seulement le testament, ils anéantissaient mon identité, ma réputation, mon âme. Cette nuit-là, j'ai atteint le fond. Assise seule dans l'immense bibliothèque silencieuse, seulement éclairée par la lueur blafarde de l'écran, je me sentais comme la personne la plus seule au monde. J'ai pensé à tout abandonner. À quoi bon se battre? Ils avaient déjà gagné la guerre de l'image. J'ai pris mon téléphone, prête à appeler Maître Bernard pour lui annoncer ma capitulation. L'argent, la maison, rien ne valait cette torture psychologique. Mon doigt était sur le point d'appuyer sur la touche d'appel quand mon regard a été attiré par le journal en cuir sur le bureau de Pépé. Je l'ai pris. L'objet semblait vibrer d'une énergie calme. Je l'ai ouvert et je suis tombée sur une page que j'avais écrite quelques années auparavant, après une déception amoureuse. En dessous de mes lamentations d'adolescente, Pépé avait écrit une note, de son encre bleue distinctive. La douleur est un poison, Alix. Mais c'est aussi un carburant. Tu peux la laisser te détruire, ou tu peux l'utiliser pour te propulser plus haut. Le choix t'appartient. J'ai relu cette phrase 10 fois. Le poison. Le carburant. Le choix. Une immense colère a soudain jailli en moi, une colère saine, purificatrice. Elle a balayé le désespoir et la peur. Ils voulaient me détruire? Ils allaient trouver à qui parler. Que auriez-vous fait à ma place? Face à cette haine déversée, cette humiliation publique, auriez-vous eu la force de continuer le combat, ou auriez-vous cédé pour avoir la paix? Je suis curieuse de lire vos réponses dans les commentaires. Cette nuit-là, j'ai compris que ce procès n'était plus seulement pour l'honneur de Pépé. C'était aussi pour le mien. Ils avaient allumé un incendie, mais ils allaient bientôt découvrir que j'étais née dans les flammes.
Dans leur stratégie de la terre brûlée, mes parents avaient identifié une cible prioritaire, Madame Geneviève. Ils savaient qu'elle était mon roc, mon dernier lien tangible avec Pépé au sein de la villa. Ils savaient que son témoignage, celui d'une femme qui avait partagé notre quotidien pendant plus de 20 ans, serait crucial. Et ils ont décidé de la briser. Avant même la tentative de chantage, ils ont commencé par une approche plus douce. Un matin, un énorme bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Madame Geneviève, a été livré. La carte, écrite de la main de ma mère, était un chef-d'œuvre de manipulation. Chère Geneviève, nous pensons beaucoup à vous en ces temps difficiles. Nous savons à quel point vous aimiez notre père. Nous espérons pouvoir compter sur votre honnêteté lors du procès. Avec toute notre affection, Béatrice et Didier. C'était une menace à peine voilée, enrobée de sucre. Madame Geneviève m'a montré la carte, le visage fermé. L'honnêteté, a-t-elle murmuré. Ils osent parler d'honnêteté. Voyant que la flatterie ne fonctionnait pas, ils sont passés à l'étape suivante. L'attaque frontale. Ce fut cet après-midi où elle est venue me trouver dans le jardin, le visage pâle, tenant le téléphone qui contenait le message de chantage. 100 000 €, ou votre passé à Marseille. En voyant ces mots, une rage froide m'a envahi. Ce n'était plus une bataille juridique, c'était une agression. Il s'attaquait à une femme innocente et digne pour m'atteindre. J'ai regardé Madame Geneviève, qui avait servi ma famille avant même ma naissance. Je voyais la peur dans ses yeux, mais aussi une lueur de défi. Ne vous inquiétez pas pour moi, mademoiselle Alix, lui ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai. Votre sécurité est plus importante que n'importe quel héritage. Elle a secoué la tête. Votre grand-père m'a sorti d'une vie de misère. Il ne m'a jamais jugé. Il m'a fait confiance. Cette confiance, mademoiselle, n'a pas de prix. Elle a relevé le menton. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mon passé est mon passé. Mais mon présent, c'est de servir la mémoire de l'homme qui m'a tout donné. Et la mémoire de cet homme, c'est vous. Ce moment a scellé notre alliance. Ce n'était plus une relation d'employeur à employé. Nous étions deux femmes, de générations différentes, unies contre la même adversité. Nous avons immédiatement transmis le message à Maître Bernard. Il était à la fois furieux et ravi. C'est une erreur de débutant, a-t-il dit au téléphone. La tentative de subornation de témoins est un délit grave. Ils viennent de nous donner une arme redoutable. Cette arme, nous allions l'utiliser au moment opportun. Mais plus que l'avantage juridique, le geste de Madame Geneviève a eu un effet psychologique immense sur moi. Je n'étais plus seule. L'armée adverse était peut-être composée de mes propres parents, mais mon armée à moi, si petite soit-elle, était faite d'une loyauté que l'argent ne pouvait acheter. Ils avaient sous-estimé la force des liens que Pépé avait tissés autour de moi, des liens basés sur le respect et non sur l'intérêt. Savaient-ils que ce petit message, envoyé dans un acte de désespoir, allait devenir l'un des clous de leur propre cercueil judiciaire? Le jour où ma mère a été appelée à la barre des témoins, la salle d'audience était comble. Les journalistes se pressaient, les curieux retenaient leur souffle. Elle s'est avancée, silhouette fragile en noir, le visage pâle et marqué par un chagrin qui semblait si réel. Elle était une artiste, et la cour était sa scène. Sa voix, au début, n'était qu'un murmure brisé. Elle a juré de dire la vérité, la main tremblante. Son avocat l'a guidée avec des questions douces, compatissantes. Et le spectacle a commencé. Elle a pleuré en évoquant ses merveilleux souvenirs avec son père. Elle a décrit sa douleur de le voir décliner, devenir vulnérable. Puis, le couteau est sorti. Ma fille? Alix a changé, a-t-elle sangloté, s'interrompant pour tamponner ses yeux. Elle est devenue distante. Froide. Elle nous a interdit de le voir. Chaque fois que nous appelions, c'était une nouvelle excuse. Il dort, les médecins ont dit qu'il devait se reposer. Nous n'avons pas voulu faire de vagues, pour ne pas le fatiguer davantage. Nous avons respecté ce qu'elle nous disait, en pensant qu'elle agissait pour son bien. C'était diabolique. Elle transformait leur négligence en vertu, leur absence en sacrifice. Leur avocat a alors projeté les emails que je leur avais envoyés. Des phrases courtes, factuelles.
Je vous demande de respecter sa tranquillité. Veuillez passer par moi pour toute communication. » Sorties de leur contexte, ces phrases semblaient autoritaires, presque cruelles. « Est-ce là la voix d'une petite fille aimante ?» a demandé l'avocat d'un ton dramatique. « Ou celle d'un geôlier ?» Je suis resté impassible, fixant un point au loin. À l'intérieur, chaque mot était une brûlure. Je me souvenais de la réalité derrière ces emails, des appels incessants non pas pour prendre des nouvelles, mais pour demander à Pépé d'investir dans leurs projets douteux, pour se plaindre de leurs problèmes d'argent. Je le protégeais d'eux, de leur toxicité. Et maintenant, cette protection était retournée contre moi. Enfin, ce fut le tour de Maître Bernard. Il s'est levé lentement, s'est approché de la barre. Son attitude contrastait totalement avec celle de son confrère. Pas de drame, juste une recherche calme de la vérité. « Madame, a-t-il commencé d'une voix douce. Vous avez mentionné votre grand désir de voir votre père. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous lui avez rendu visite, avant sa dernière hospitalisation ?» Elle a hésité. C'était, peut-être 6 mois avant. Pour son anniversaire. Pour son anniversaire, a répété Maître Bernard. Et combien de temps êtes-vous resté? Quelques heures. Nous avions des obligations. Je vois, a dit Maître Bernard. Il a sorti un document. Voici le registre des visiteurs de la villa. Il est noté ici que votre visite pour son anniversaire a duré exactement 45 minutes. Le temps de prendre une photo pour les réseaux sociaux et de repartir. Un murmure a parcouru la salle. Le visage de ma mère s'est durci. Une dernière question, madame. Dans les 22 ans qui ont précédé, combien de fois avez-vous passé Noël avec votre père et votre fille? Le silence fut sa seule réponse. La réponse, a conclu Maître Bernard en se tournant vers le jury, est 0. Le masque s'était fissuré. Le public n'était plus face à une mère éplorée, mais face à une femme dont l'hypocrisie venait d'être exposée en pleine lumière. J'ai jeté un regard à mon père. Pour la première fois, il n'a pas soutenu le regard de sa femme. Il fixait la table, le visage fermé. Le premier maillon de leur chaîne venait-il de céder? Le contre-interrogatoire de ma mère avait laissé des traces. L'image de la famille unie et aimante, injustement tenue à l'écart, commençait à se décolorer pour laisser apparaître une réalité bien plus terne. Maître Bernard a senti que le moment était venu de porter le deuxième coup. Non pas un coup violent, mais une pression lente, inexorable, celle de la vérité. Votre honneur, a-t-il annoncé, la partie adverse a tenté de nous convaincre que la relation entre ma cliente et son grand-père était basée sur la dépendance d'un vieil homme et la manipulation d'une jeune femme. Nous allons maintenant soumettre à la cour la preuve de la véritable nature de leur lien. Il n'a pas sorti de relevés bancaires ou de certificats médicaux. Il a sorti une boîte d'archives remplie de lettres. Sur le grand écran de la salle d'audience, l'écriture élégante et précise de Pépé est apparue, projetée pour que tous puissent la voir. C'était une lettre datant de mes années universitaires. Maître Bernard l'a lue à voix haute, sa voix claire et posée emplissant le silence. Ma chère Alix, ta dissertation sur la notion de justice réparatrice est brillante. Tu as parfaitement saisi la nuance entre punition et réparation. Cependant, tu oublies un facteur essentiel, le pardon. La loi peut contraindre à réparer un tort, mais seule la conscience peut mener au pardon. N'oublie jamais cette dimension humaine, car c'est elle qui élève un simple juriste au rang de véritable homme de loi. Ton Pépé qui t'admire. Une autre lettre a été projetée. Celle-ci était plus personnelle. Je venais de perdre mon premier procès lors d'un concours de plaidoirie. J'étais anéanti. Ma petite guerrière, j'ai appris ta défaite. Et je te dis, bravo. Bravo d'avoir osé, bravo d'avoir combattu. La victoire n'apprend rien. C'est dans la défaite que l'on forge son caractère. Analyse tes erreurs, comprends la stratégie de ton adversaire, et relève-toi. La seule véritable défaite est d'abandonner le combat. Je n'ai jamais été aussi fier de toi. Des dizaines de lettres ont été présentées. Des discussions philosophiques, des conseils stratégiques, des mots d'encouragement. C'était la chronique d'une éducation, d'une transmission. L'image qui se dégageait n'était pas celle d'un vieil homme fragile, mais d'un géant intellectuel qui entraînait son héritière. Il ne me donnait pas des ordres,
il débattait avec moi. Il ne me dictait pas ses pensées, il m'apprenait à forger les miennes. L'avocat de mes parents, sentant le vent tourner, a bondi. Objection. Ces lettres sont anciennes. Elles ne prouvent en rien l'état d'esprit de M. Vasseur dans les mois précédant son décès. Le juge Rocher l'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre objection est rejetée, maître. Ces lettres établissent un pattern of behavior, un modèle de comportement et de relation qui est essentiel à la compréhension de cette affaire. Il a ensuite regardé les jurés. Elles nous montrent la fondation sur laquelle le testament a été bâti. Pendant que les lettres défilaient, j'observais mes parents. Ma mère tapotait nerveusement ses doigts sur la table, son visage une étude de frustration contenue. Mon père, lui, était différent. Il lisait les mots de son propre père, des mots de fierté et d'admiration adressés à moi, et son visage était un mélange complexe de tristesse et peut-être, pour la première fois, de regret. Les mots immortels de Pépé ne faisaient pas que plaider ma cause, ils commençaient peut-être à fissurer la carapace d'un homme qui avait choisi le mauvais camp. La forteresse de leurs mensonges était-elle sur le point de s'effondrer? Le moment décisif. Quand maître Bernard a prononcé mon nom, un frisson m'a parcouru. C'était mon tour. J'ai marché vers la barre des témoins, chaque pas résonnant sur le parquet ciré. Je sentais le poids de tous les regards, mais je ne voyais qu'un seul visage dans ma tête, celui de Pépé, souriant, m'encourageant. Je me suis assise. J'ai prêté serment, ma voix claire, sans un tremblement. Puis, j'ai posé le journal en cuir sur le rebord en bois. L'objet semblait irradier une aura de solennité. Mademoiselle Vasseur, a commencé mon avocat, pouvez-vous dire à la cour ce qu'est cet objet? C'est un journal, ai-je répondu. Mon grand-père me l'a offert pour mes 16 ans. Il m'a demandé d'y écrire ma vérité. Mais parfois, il y écrivait aussi la sienne. L'avocat de la partie adverse s'est levé. Objection. Ce journal intime n'a aucune valeur probante. C'est une mise en scène pathétique. Le juge Rocher l'a foudroyé du regard. Asseyez-vous, maître. Je déciderai de ce qui a de la valeur ou non. Procédez, maître Bernard. Mon avocat m'a fait un signe de tête. Alix, veuillez vous reporter à la dernière entrée, s'il vous plaît. J'ai ouvert le journal à la page marquée. L'encre bleue, un peu pâlie par le temps, contrastait avec le papier jauni. J'ai reconnu la date, une semaine, jour pour jour, avant que Pépé ne soit emporté par une crise cardiaque. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai commencé à lire. Aujourd'hui, j'ai relu les vieilles lettres échangées avec Alix au fil des ans. Quelle intelligence! Quel feu sacré! Elle a hérité de l'amour de sa grand-mère pour la justice et de ma propre aversion pour le compromis. Je pouvais sentir la tension dans la salle monter d'un cran. Puis, par hasard, je suis tombée sur une interview de Béatrice et Didier à la télévision. Ils parlaient d'une œuvre de charité. Ils étaient parfaits. Leur sourire, leurs mots, tout était parfait. Mais leurs yeux étaient vides. Ils vivent pour les apparences, pour le reflet que leur renvoie la société. Un reflet sans âme. J'ai fait une pause, laissant les mots infuser l'air. J'ai jeté un regard à mes parents. Mon père fixait ses mains. Ma mère me fusillait du regard, les lèvres pincées. J'ai continué. Mon héritage, ce n'est pas l'argent. L'argent est une commodité, un outil. Mon véritable héritage est un fardeau. Le fardeau de continuer à croire en la justice quand tout pousse au cynisme. Le fardeau de défendre la vérité quand le mensonge est si facile. Ce fardeau, ce poids, je ne peux le confier qu'à une seule personne. À Alix. Le silence était absolu. Je lui lègue tout, non comme une récompense, mais comme une responsabilité. Elle portera ma conscience là où je ne peux plus la porter moi-même. J'ai fermé le journal. Le silence s'est étiré, vibrant d'émotion. Et soudain, il a été brisé. Par un hurlement. Un son inhumain, une déchirure dans le décorum du tribunal. C'était ma mère. Elle a bondi de sa chaise, le visage convulsé de rage, oubliant les jurés, le juge, les caméras. Menteuse, a-t-elle crié, pointant un doigt accusateur vers moi. Tu lui as dicté ces mots. Tu l'as toujours manipulé. Il était à moi. C'était mon père.
Et tu me l'as volé, comme tu as toujours tout volé. Sa tirade haineuse s'est terminée dans un sanglot de pure fureur. C'était fini. Elle venait, en une seule phrase, de révéler le mobile de toute cette mascarade, non pas l'argent, mais une jalousie maladive qui la rongeait depuis des décennies. Elle venait de signer sa propre défaite, et elle ne s'en rendait même pas compte. L'explosion de haine de ma mère a laissé la salle d'audience pétrifiée. Le juge Rocher a frappé un grand coup de son marteau, le son sec claquant comme un coup de feu. Silence. Madame, un mot de plus et je vous fais expulser pour outrage à la cour. Ma mère s'est rassise, tremblante, ramenée à la réalité par l'autorité glaciale du juge. Mais le mal était fait. Son masque était tombé, révélant le visage hideux de l'envie. L'audience a été suspendue pour délibération. Cette heure d'attente fut l'une des plus longues de ma vie. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement regardé par la fenêtre, observant un nuage solitaire dériver dans le ciel bleu. Quand le juge est revenu, son visage était impénétrable. Il a relu ses notes, puis a commencé à parler d'une voix qui ne laissait place à aucune contestation. Il a résumé l'affaire, les arguments des deux parties, les preuves présentées. C'était un exposé clinique, précis. Puis, il a levé les yeux, ne s'adressant plus à la cour, mais directement à mes parents. Vous êtes venus ici demander justice pour ce que vous estimez être un vol. Vous avez dépeint un homme âgé et affaibli, manipulé par sa petite-fille. Mais les preuves nous ont montré un tout autre homme. Un mentor, un géant intellectuel, un homme d'une lucidité et d'une intégrité remarquables jusqu'à son dernier souffle. Il a fait une pause, les faits étaient saisissants. Ce tribunal a été le témoin non pas d'un abus de faiblesse, mais d'une force de caractère exceptionnelle. Pas celle de la plaignante, mais celle du défunt et de sa petite-fille. Il s'est tourné vers moi. La loi protège la volonté d'un individu. Et la volonté de Célestin Vasseur était d'une clarté de cristal. Elle n'était pas dictée par la sénilité, mais par une vie entière d'observation et de jugement. Un jugement sur le caractère, sur la loyauté, sur l'honneur. Finalement, il a prononcé les mots que j'attendais, que j'espérais, mais que je n'osais pas croire. Par conséquent, la Cour rejette l'ensemble des demandes des plaignants. Le testament de M. Célestin Vasseur, daté du 15 mars, est déclaré valide et exécutoire en tous ses points. Le marteau est tombé. Un son unique. Irrévocable. Fin de la guerre. Autour de moi, ce fut l'effervescence. Les flashs des appareils photo, les murmures qui enflaient, les journalistes qui se levaient. J'étais comme dans une bulle de silence. J'ai vu mon père s'effondrer sur sa chaise, le visage dans ses mains, secoué de sanglots silencieux. Ma mère, elle, me fixait. Ses yeux étaient deux charbons ardents de haine pure. Je me suis levée, mes jambes aussi solides que du roc. Maître Bernard m'a mis la main sur l'épaule, un geste de victoire et de soutien. Alors que je passais devant la table de mes parents pour sortir, ma mère a saisi mon poignet. Sa prise était d'une force surprenante. « Tu crois que tu as gagné » a-t-elle sifflé, sa voix un venin pur. « Tu as gagné une maison vide, une fortune maudite et une vie de solitude. Tu finiras seul, exactement comme lui. » Je me suis dégagée doucement. Je l'ai regardé dans les yeux, sans haine, sans colère, juste avec une immense et profonde pitié. J'ai passé 22 ans à apprendre à vivre avec la solitude que vous m'avez imposée, ai-je répondu d'une voix calme. Je n'ai plus peur d'elle. Mais vous, vous allez devoir vivre avec la personne que vous voyez dans le miroir chaque matin. Et ça, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Je suis sortie du tribunal, sans me retourner, laissant derrière moi le passé en ruine et marchant vers un futur incertain, mais libre. Les jours qui ont suivi la victoire ont été étrangement vides. Le tumulte médiatique s'est calmé aussi vite qu'il avait commencé. La Villa d'Aise, qui avait été un champ de bataille, est redevenue silencieuse. Trop silencieuse. Je déambulais dans les grandes pièces, le bruit de mes pas résonnant sur le marbre. Chaque objet, chaque tableau, chaque livre me parlait de Pépé. Sa présence était partout et son absence, un gouffre. J'avais gagné, mais je me sentais profondément seule. La solitude que j'avais brandie comme une arme face à ma mère me rattrapait maintenant, me rappelant que la victoire a souvent le goût de la cendre. Environ un mois après le procès,
Un soir alors que je regardais la mer depuis la terrasse, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Mon premier réflexe a été d'ignorer. Probablement un autre journaliste tenace. Mais une intuition m'a poussé à répondre. Allô? Au bout du fil, un bruit de respiration. Puis, une voix d'homme, hésitante, brisée. Alix, c'est moi. J'ai reconnu cette voix instantanément, même si je ne l'avais jamais entendue aussi fragile. C'était mon père. Didier. Mon cœur a fait un bond. Je me suis crispée, prête à l'attaque, prête à me défendre. Qu'est-ce que tu veux? Ma voix était plus dure que je ne l'aurais souhaité. Rien, a-t-il dit rapidement. Je ne veux rien. Je voulais juste, je devais. Il a pris une inspiration saccadée. Le greffe du tribunal m'a envoyé la transcription complète du procès. Je l'ai reçue hier. Je l'ai lu toute la nuit. Chaque mot. Il a fait une pause. J'ai lu les lettres de mon père. J'ai lu son journal. Des choses que je n'avais jamais lues. Je suis restée silencieuse, mon poing serré. Il ne me détestait pas, a-t-il murmuré, et dans sa voix, j'ai entendu l'étonnement d'un enfant. Il était déçu. Il écrivait sur le garçon que j'étais, et sur l'homme que je suis devenu. Un sanglot a secoué sa phrase. Et il avait raison. Mon Dieu, il avait tellement raison. J'ai fermé les yeux. Le vent frais de la mer caressait mon visage. Alix, je suis désolée. Ce mot est tellement faible, tellement ridicule après tout ça, mais je n'en ai pas d'autre. J'ai été un lâche. Toute ma vie. J'ai laissé Béatrice et son amertume tout empoisonner. Sa jalousie envers toi, envers mon propre père, je l'ai laissé grandir, je l'ai nourri par mon silence. Je n'ai pas été un père pour toi. Je n'ai même pas été un fils pour lui. Je suis désolée. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était autre chose. Une sorte de relâchement, comme un muscle tendu pendant des années qui se détend enfin. Pépé a aussi écrit, ai-je dit, ma voix s'étant adoucie malgré moi, que le chemin du retour existe toujours, même s'il est difficile à trouver. Je ne sais pas si je le trouverai un jour, a-t-il répondu. Je ne te demande pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu le saches. Nous sommes restés un long moment comme ça, sans parler, reliés par ce fil téléphonique fragile au-dessus d'un océan de douleur. Je ne peux pas te promettre de pardonner, papa, ai-je fini par dire, le mot « papa » sortant de ma bouche pour la première fois depuis plus de 20 ans. Mais je peux te promettre d'essayer de comprendre. C'était un début. Un minuscule, fragile, terrifiant début. Mais c'était plus que ce que j'avais jamais eu. En raccrochant, j'ai réalisé que la plus grande bataille n'avait pas eu lieu au tribunal. Elle commençait maintenant, à l'intérieur de moi. Après cet appel, quelque chose a changé en moi. La victoire juridique m'avait laissé vide, mais cette conversation, si imparfaite soit-elle, avait planté une graine. La graine de la possibilité. La possibilité que les blessures, même les plus profondes, puissent un jour cesser de dicter notre avenir. J'ai passé les mois suivants à réfléchir. Que allais-je faire de cet héritage? De ce nom? De cette maison remplie de la sagesse de Pépé? La réponse m'est venue un matin, alors que je lisais un de ses vieux livres de philosophie du droit. Il avait souligné un passage de Cicéron, la justice ne consiste pas à ne faire aucun tort, mais à empêcher que le tort soit fait. Empêcher que le tort soit fait. C'était ça. C'était la mission. J'ai utilisé les ressources que Pépé m'avait laissées non pas pour vivre dans le luxe, mais pour continuer son œuvre. J'ai créé la Fondation Célestin Vasseur. Notre objectif est simple mais essentiel, fournir une assistance juridique et un soutien psychologique gratuit aux personnes âgées victimes de conflits familiaux liés à l'héritage ou à l'abus de faiblesse. Nous avons réuni une équipe d'avocats, de psychologues, de médiateurs, des gens passionnés qui croient, comme Pépé, que la justice est le pilier de la dignité humaine. La Villa d'Èze n'est plus un mausolée silencieux. C'est devenu le siège de la Fondation, un lieu vivant, rempli de travail, d'espoir et parfois, de larmes de soulagement. L'héritage de mon grand-père ne se trouve plus dans un coffre-fort, mais dans chaque dossier que nous traitons, dans chaque personne âgée que nous aidons à retrouver sa voix et ses droits.
Sa conscience continue de vivre, non pas seulement à travers moi, mais à travers l'impact que nous avons sur la vie des autres. Mon histoire est celle d'une trahison profonde, mais aussi celle d'une reconstruction. Elle m'a appris que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais une question de loyauté, de respect et de vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'ont écouté ont peut-être connu des blessures similaires, des dynamiques familiales toxiques qui laissent des cicatrices invisibles. Si mon parcours a fait écho en vous, si vous avez une histoire de résilience à partager, ou simplement un mot d'encouragement, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Vos histoires comptent. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Merci infiniment pour votre temps et votre écoute. Si cette histoire vous a touché, un j'aime est toujours apprécié, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits de vie. Car chaque histoire partagée est une main tendue dans l'obscurité.